Dans cet univers de lutte contre le cancer, dans cette guerre mondiale menée contre le cancer, si les médecins sont considérés comme des pilotes redoutables, nous les infirmiers, on est non seulement la force terrestre, mais aussi la force navale. Ceci est militairement dit, civilement dit, dans cette grande institution de lutte contre le cancer à laquelle nous appartenons. Et le fait d'appartenir à cette grande institution nous donne le droit à la citoyenneté. Une citoyenneté avec une carte d'identité infirmière. Et cette carte d'identité infirmière nous donne le droit de voter, de dire oui ou de dire non. Infirmiers, soldats, grands guerriers, debout. Debout, on est en état de guerre. On est en état de guerre contre le cancer. Cette 7e édition, elle est spéciale vu que tous les communicants ils ont appliqué la méthodologie scientifique de recherche dans leur communication. Au nom de la Fondation Leila Salma, je tiens à vous féliciter pour l'organisation de cette journée, à féliciter tous les organisateurs. Et sachez que la Fondation Leila Salma, elle tient toujours donc à la formation continue, à ces manifestations scientifiques. Et là, nous sommes aussi en train de mettre en place toute une formation vraiment académique pour formation continue. C'est une formation qui s'adresse donc à tous les personnels soignants des centres de cancérologie, que ce soit infirmiers, techniciens ou médecins ou physiciens. Mon intervention reporte sur le programme de formation des techniciens et manipulateurs de radiothérapie. C'est un programme qui a été évoqué par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc j'ai fait aussi partie des gens qui ont participé et suivi cette formation. Cette formation généralement est adressée en général pour ceux qui vont manipuler les sources radioactives et en général qui vont manipuler les appareils producteurs de sources radioactives, de radiation en général et de traitement en général en radiothérapie. Et le but de cette communication, généralement, c'est que pour essayer en général d'éviter les dangers et les risques que cause en général la radiothérapie, l'irradiation en général, si on ne fait pas cette irradiation correctement. Et en plus, il y a aussi la sécurité du patient qui est en premier, la sécurité du patient qui est en premier en général. Au niveau de ce 7e congrès, vous êtes en train de s'ouvrir sur votre environnement loco-régional et je salue cette initiative qui intègre nos collègues et nos frères et nos amis tunisiens et algériens. Et ça, c'est vraiment tout à fait... Il y a l'école africaine qui va donc avoir lieu au niveau du Maroc sous l'initiative justement de la Fondation Leila Salma, de lutte de la prévention du cancer. Et on a pensé à l'infirmier dans cette école, que ce soit sur le plan formation, sur le plan recherche clinique et sur le plan donc soins de santé et formation continue de cet infirmier. Et donc l'infirmier a été intégré et puis après vous allez être tenu informé donc de l'évolution après donc l'adoption des différents programmes qu'on est en train donc de finaliser et d'établir. Vous accepteriez de monter dans un avion ou dans un train où les processus de sécurité ne sont pas clairement définis? Parce qu'il est clair qu'on peut avoir un pilote d'avion très compétent ou un conducteur de train très compétent, mais si on a des processus de sécurité qui sont défaillants, on va se retrouver avec de la casse. Et je crois que c'est ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux, non pas seulement en Afrique du Nord, mais de par le monde, puisqu'il y a quand même un taux d'erreur médicale et paramédicale qui est faible, mais qui reste quand même toujours élevé et qu'il faudrait qu'on baisse le plus possible. Le rôle de l'infirmier se développe.
On est tous des techniciens de la santé et les sciences infirmières amènent une valeur ajoutée certaine pour le patient en cancérologie et le patient de façon générale. Mais il faudrait peut-être aussi que cette consultation infirmière soit encadrée par des procédures et avec un transfert des prérogatives ou un partage des prérogatives entre les médecins et les infirmiers. Il y a aussi ce qu'on appelle le double checking. Et le double checking, ça veut dire qu'en fait, il n'est pas question que le processus soit fait par une seule personne, mais qu'on peut avoir une tâche médicale ou pharmaceutique qui soit vérifiée par la suite par un infirmier. Ce n'est pas une insulte pour les médecins, ni un transfert de compétences, c'est tout simplement un partage justement du processus de sécurité. Bon, mon intervention, que j'ai l'honneur de la présenter, s'articule autour d'un sujet qui est très très important, celui de l'accompagnement des efforts classiques de la prise en charge d'un malade souffrant d'un cancer, celui des dimensions infirmières profondes, celle de soigner les troubles des affects, c'est-à-dire les atteintes, classiquement on dit les atteintes psychologiques, c'est-à-dire la peur, l'anxiété, et réveiller chez l'infirmier son potentiel scientifique qui est résiduel pour le convertir en action d'accompagnement pratique avec le patient. Classiquement, on parle d'éducation pour la santé. Aujourd'hui, il y a un thème nouveau qui s'appelle l'éducation thérapeutique, mais en fait, c'est l'accompagnement infirmier de fond. Soigner la personne dans sa globalité. Accompagner les efforts de la médecine, des explorateurs, avec un apport singulier infirmier, basé sur des faits, ce qu'on appelle aujourd'hui en anglais l'evidence-based in nurse practice, c'est-à-dire soigné par des preuves. Et l'infirmier aujourd'hui, tel qu'enseigné et tel que formé à l'école et même au master, aujourd'hui, ce sont des acquis. Avec l'universalisation de la formation infirmière, l'infirmier a son référentiel scientifique de pensée, ce qu'on appelle le diagnostic infirmier, la démarche scientifique infirmière, accompagnée par des outils tels que l'enseignement par problème, l'enseignement par compétence et surtout l'accompagnement des difficultés du patient. Les recommandations demandent aujourd'hui à ce qu'on change notre attitude et nos conceptions quant à l'approche du patient. On favorise plutôt on détermine quand est-ce qu'on doit se laver les mains et quand est-ce qu'on doit utiliser la solution hydroalcoolique. Et il y a des preuves scientifiques qui prouvent que la solution hydroalcoolique est plus performante que que le lavage des mains hygiénique. Plus efficace dans le sens où elle enlève plus de bactéries, mais surtout qu'elle est beaucoup plus facilement utilisable et beaucoup plus simple. Donc on est plus efficace quant à la prise en charge du patient. L'infirmier, comme tous les soignants, est porteur de micro-organismes. On produit des micro-organismes, on est aussi porteur et donc on les transmet parce qu'on est via nos mains, nos blouses, on est vecteur. Et il est important, comme l'infirmier passe d'un patient à un autre, d'un patient à un membre de la famille, il est constamment contaminé, mais aussi il véhicule beaucoup plus qu'un autre soignant. De ce fait, il est le pivot central dans la lutte contre les infections nosocomiales et donc il se doit d'appliquer les règles de bonne pratique, mais aussi de transmettre à l'équipe médicale, médecins, autres paramédicaux, mais aussi à la famille et aux patients, l'attitude adéquate pour lutter contre les infections nosocomiales. Donc, comme vous savez, il y a de nombreux laboratoires qui proposent des pansements et des produits, des nouvelles solutions pour la prise en charge des plaies compliquées, donc comme les pieds diabétiques, les escarres, les ulcères de jambes et donc bien sûr aussi les plaies cancéreuses. D'ailleurs, je vais, comme vous allez voir, parler autant des plaies cancéreuses que des plaies chez le patient cancéreux en général. Donc ces nouveaux pansements et ces nouvelles solutions ont pour objectif d'optimiser cette étape qu'est la cicatrisation quand elle est possible. Donc de l'optimiser en termes de délai de cicatrisation, en termes de qualité de cicatrisation et en termes également de qualité de vie du patient tout simplement, si c'est par exemple dans le cadre des soins palliatifs. Malheureusement, il n'y a pas de pansement universel, il n'y a pas un pansement qu'on peut mettre sur toutes les plaies. Il va falloir évaluer la plaie pour pouvoir déterminer, la plaie et le patient pour pouvoir déterminer quel pansement utiliser. Donc cette évaluation des plaies
il y a des critères généraux qu'on va retrouver autant pour les plaies cancéreuses ou les plaies chez le patient cancéreux que les plaies, plutôt que les critères qu'on va retrouver dans n'importe quel autre type de plaie. L'éducation thérapeutique des patients atteints des maladies cancéreuses. Dans notre service en Tunisie, on souffre toujours le cancer. On sait que c'est une presque souffrance de toutes les familles. La famille actuellement elle est intégrée avec le patient. On est en train de soigner la famille et aussi autrement le patient. Donc on doit leur donner l'éducation thérapeutique suite à leur maladie avant, donc lors de la promotion. Donc la première prévention, donc au niveau de la promotion, au niveau l'éducation, au niveau de la première phase de la prévention, c'est-à-dire la prévention primaire, on doit faire une éducation. La prévention secondaire aussi, on doit faire une éducation thérapeutique. La prévention tertiaire, donc on doit faire une éducation thérapeutique, aussi que la prévention quinquennale au-delà de la famille du patient. Je vois que la famille toujours souffre, le patient souffre, donc la douleur, etc. À base de cette éducation, on peut raffiner cette souffrance, on peut prendre soin du patient, on peut instaurer donc tout ce qui est une autre vie au-delà de ces patients. Le sujet de mon intervention, c'était une étude sur les protocoles de soins. On a commencé, cette étude s'étalera sur l'année. Et la première étape consiste à un bilan de l'existant pour pouvoir avoir une base documentaire à laquelle on peut continuer la dernière partie de notre recherche. La finalité de ce projet, d'abord, c'est la formalisation des pratiques infirmières. Deuxièmement, parce que les hôpitaux au niveau du Maroc et entre autres l'Institut national d'oncologie, ils s'engagent dans un processus d'accréditation hospitalière. Donc lorsqu'on parle accréditation, il faut absolument qu'on formalise nos pratiques pour plus de sécurité et pour une meilleure qualité des soins. Bon, au nom des infirmiers unis de l'AMIC, nous tenons à remercier nos frères et collègues des infirmiers et infirmières des pays du Grand Maghreb qui se sont déplacés par leurs propres frais pour soutenir notre cause et pour soutenir la cause infirmière et faire progresser la profession infirmière. Nous tenons aussi à remercier encore une autre fois la fondation l'ESLMA de prévention et de lutte contre le cancer de nous avoir soutenus depuis la création de l'association marocaine des infirmiers en cancérologie depuis 2007. Nous tenons aussi à remercier l'association de la formation et de la recherche en oncologie médicale qu'on a toujours travaillé ensemble pour rehausser le niveau de formation et des oncologues et des infirmiers. Nous tenons aussi à remercier les sponsors qui nous ont soutenus, qui nous ont toujours soutenus pour l'élaboration de telles journées scientifiques. Au nom de tous les membres dans les différentes régions du Maroc, nous tenons à adresser un message à nos amis du Grand Maghreb et un message au secrétariat international pour leur dire qu'on est tous sur la même voie, la voie de rehausser le niveau de formation des infirmières et infirmiers en cancérologie. Et merci.